Printemps 1943. Chaque jour, les avions de reconnaissance britanniques survolent l'Allemagne et l'Europe occupée, avec pour toute arme leurs caméras. Ils ramènent des centaines de photos qu'examinent une à une les spécialistes de la Royal Air Force, installés dans un manoir perdu au fin fond de la campagne anglaise, Medmenham. Le 18 juin, le docteur Jones, conseiller scientifique des services de renseignement, observe des clichés pris au-dessus d'un coin perdu des rives de la Baltique. Peenemünde. Il identifie un objet gris, cylindrique, une fusée. Un an plus tard, Jones écrira « Une approche rationnelle nous a permis de découvrir les caractéristiques de la fusée allemande. Mais si nous voulons comprendre pourquoi elle a été construite, nous devons abandonner le terrain de la raison pour nous placer sur celui des fantasmagories et admettre qu'une stratégie militaire puisse naître d'un rêve. » En écrivant « De la Terre à la Lune », Jules Verne a fait renaître l'un des plus vieux rêves de l'humanité, voyager dans l'espace. Le russe Tsiolkovsky démontre dès la fin du 19e siècle qu'il est possible de se déplacer dans le vide spatial grâce à une fusée à réaction qui emporterait son oxygène sous forme liquide. Mais les modèles qu'il bricole ne sortiront jamais de son atelier. En Allemagne, un professeur de mathématiques, Hermann Oberth, affirme dans un livre paru en 1923, La fusée vers les espaces planétaires, dans l'état actuel de la science et de la technique, il est possible de construire des machines capables de sortir de l'atmosphère terrestre. Elles pourront emporter des êtres humains. Pour populariser ses idées, il accepte en 1929 d'être le conseiller scientifique du film de Fritz Lang, Une femme sur la Lune. Oberth est aussi le président d'une association d'amateurs, la Société pour le voyage spatial, qui regroupe plusieurs centaines de passionnés, parmi eux un lycéen de 17 ans, très doué pour les mathématiques, Werner von Braun. L'Allemagne vit alors dans la fièvre des fusées. Des passionnés y rêvent de voyages interplanétaires et le dimanche, avec des moyens dérisoires, ils se contentent d'essayer de petites fusées à poudre ou à carburant liquide. L'armée allemande est la première en 1929, 4 ans avant l'arrivée au pouvoir des nazis, a créé en son sein un groupe de recherche sur les fusées sous la direction du capitaine et ingénieur Walter Dornberger. Quand l'Allemagne s'enfonce dans la crise économique, la plupart des passionnés de fusées se retrouvent chômeurs et prêts à tout. Dornberger s'empresse de recruter les plus doués. Von Braun est embauché en 1932, il a 20 ans. Dès la prise du pouvoir, les nazis interdisent les associations d'amateurs de fusées. L'heure n'est plus au rêve pacifique. L'armée, qui dispose désormais de gros moyens financiers, impose la discipline et bientôt le secret absolu. Le temps des professionnels commence. Von Braun, dans le plus grand secret, soutient sa thèse de physique. Dornberger a promis à ses supérieurs de créer une arme nouvelle et son équipe est désormais à l'étroit dans la banlieue de Berlin. Il parvient à convaincre ses chefs qu'il faut créer un centre de recherche ultramoderne pour y préparer une grande fusée stratégique, un centre idéal. En 1936, l'armée de terre et la Luftwaffe se mettent d'accord pour apporter les énormes capitaux nécessaires à la réalisation de ce projet. C'est une île sauvage, située sur les côtes de la Baltique, propice au secret, qui est choisie, Usedom. On pourra y organiser, à l'abri des regards indiscrets, des tirs à longue distance au-dessus de la mer. Un village entre dans l'histoire, Peenemünde. Les travaux sont menés au pas de charge. On trace des routes, mais on veille à garder le plus possible d'arbres afin de conserver un cadre de vie agréable pour les ingénieurs qui viendront s'établir sur l'île. Dornberger, persuadé qu'il dirige une aventure destinée à marquer l'histoire, a tenu à faire filmer toutes les étapes du chantier. On édifie ici une usine modèle destinée à construire des fusées qui existent à peine sur le papier.
Dès 1939, la plupart des bâtiments sont achevés. 2 centres de recherche ont été aménagés côte à côte. À l'ouest de l'île, celui de la Luftwaffe, très discret, se consacre aux avions à réaction. À l'est, s'étend l'immense centre de l'armée de terre, tout entier consacré aux fusées sous la direction de Dornberger. Ce centre futuriste est sans aucun doute le plus moderne, le plus ambitieux de la planète. Des dizaines de laboratoires équipés des machines les plus sophistiquées, une usine d'oxygène liquide, des bancs d'essai, une usine pilote pour les prototypes, des polygones de tir. 3 ans avant les complexes industriels du projet Manhattan aux États-Unis, où l'on préparera la bombe atomique, Peenemünde est le premier centre de recherche intégré de l'histoire. Une véritable ville a été édifiée pour héberger 2000 ingénieurs et techniciens avec leurs familles. Des maisons coquettes inspirées des fermes de Poméranie, des écoles, des boutiques, des équipements sportifs, un casino, le tout dans un périmètre sévèrement gardé. Albert Speer, l'architecte favori d'Hitler, a dessiné les bâtiments administratifs. Peenemünde Est est certes un centre militaire, mais Dornberger a voulu éviter tout étouffement bureaucratique afin de laisser libre cours à la créativité des ingénieurs. Très rapidement, des contrats permettent d'associer aux recherches les grandes universités scientifiques et les principaux groupes industriels. Artilleur de formation, Dornberger a fixé dès 1936 les caractéristiques essentielles de la grande fusée stratégique allemande. Une portée double de celle du canon de Paris, de 14-18, soit 260 km. Une charge 100 fois supérieure à celle d'un obus du même canon, soit 1 tonne d'explosifs. À partir de ces données, Von Braun, nommé directeur technique de Peenemünde Est, établit les spécifications de l'engin baptisé A4. Le saut technologique à accomplir est énorme. Il faut concevoir un moteur 50 fois plus puissant que ce qui existe jusqu'alors, maîtriser la combustion d'un mélange alcool-oxygène liquide, assurer le guidage précis d'un objet qui se déplacera à plusieurs milliers de kilomètres/heure. Prudent, Von Braun et son équipe, dont la moyenne d'âge ne dépasse pas 25 ans, décident de concevoir et de développer une fusée intermédiaire, sorte de modèle réduit de l'A4, dénommée A5. Étudié en soufflerie avec des maquettes, le prototype est préparé de façon très artisanale. C'est le système de guidage qui pose les problèmes les plus difficiles. Il faut maintenir la fusée sur son plan de tir, mesurer sa vitesse avec une précision extrême, contrôler l'arrêt du moteur et tenir compte de la rotation de la Terre. Après de multiples tâtonnements, les techniciens mettront au point un système de contrôle par radio, puis un ensemble très complexe, entièrement automatique, corrigeant de lui-même la trajectoire de l'engin pendant son vol. La A5 a une silhouette simple et élégante qui annonce celle de toutes les fusées du XXe siècle. On n'a pas prévu de charge explosive. Le nez effilé de l'engin abrite un parachute. Les essais de la A5 ont lieu à partir de l'île d'Oy, car le grand pas de tir de Peenemünde n'est pas achevé. On est en 1938 et les ingénieurs veulent encore ignorer les bruits de guerre à quelques dizaines de kilomètres de là, à la frontière polonaise. Il leur reste encore de l'insouciance.
Dès la première tentative, la petite fusée fonctionne. Elle atteint une altitude de 13 km avant d'être récupérée dans les eaux froides de la Baltique. Mais ce n'est encore qu'un beau jouet de haute technologie, pas une arme. En 1940 et 1941, c'est la guerre éclair. Les Allemands déferlent sur l'Europe. Acquises avec des armements traditionnels, ces victoires entraînent de sévères difficultés pour Peenemünde. Une arme nouvelle et coûteuse ne semble guère utile. Hitler diminue les crédits affectés à la fusée A4 et Dornberger a du mal à trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Mais à partir de 1942, le programme de la fusée dispose d'un soutien de poids avec Albert Speer, devenu ministre de l'Armement. Il développe les liens entre Peenemünde et la grande industrie et s'efforce de convaincre Hitler de l'utilité stratégique de la A4. Malgré les restrictions budgétaires, l'équipe de Peenemünde Est progresse à grands pas. À l'été 1942, le moteur de 25 tonnes de poussée, alimenté en oxygène liquide et en alcool par de formidables turbopompes, fonctionne parfaitement au banc d'essai. Dans l'usine pilote, les techniciens assemblent la fusée. 14 mètres de haut, 1,80 m de diamètre, un extraordinaire puzzle de 22 000 pièces qui fait appel au nec plus ultra de la technologie. L'aérodynamisme a été soigneusement travaillé dans la soufflerie supersonique. Malgré sa silhouette imposante, la fusée est étonnamment légère, 4 tonnes de métal. Mais elle abrite dans sa partie centrale 2 énormes réservoirs capables de contenir les 5 tonnes d'oxygène liquide et les 4 tonnes d'alcool que le moteur doit consommer en une petite minute. Les systèmes de guidage arrivent à maturité et le nez de la fusée contient le premier véritable système électronique de l'histoire. 3 années ont suffi aux hommes de Peenemünde pour résoudre d'énormes difficultés techniques, mais maintenant le temps presse. Il faut passer aux actes. Après 2 échecs, l'attention est à son comble le 3 octobre 1942 sur le monumental pas de tir numéro 7. Chacun sait qu'un nouvel échec pourrait condamner définitivement un programme de recherche si coûteux en matière grise et en matériaux rares. On règle les gyroscopes qui vont guider le vol. Faussement détendu, Von Braun et Dornberger discutent avec le docteur Thiel qui a conçu le moteur. En hommage à Hermann Oberth, les techniciens ont peint sur l'empennage de la fusée une femme assise sur la Lune. On charge l'oxygène liquide et l'alcool. Dornberger donne l'ordre de mise à feu.
Propulsée par les 650 000 chevaux de son moteur, la A4 arrache ses 13 tonnes du sol. 60 secondes plus tard, sa vitesse atteint 5500 km/h. La fusée s'élève à un apogée de 85 km et parcourt 191 km en 5 minutes. Le soir même, Dornberger déclare à ses ingénieurs: « Avec notre fusée, nous avons atteint l'espace et nous y avons pour la première fois lancé un pont entre deux points de la surface terrestre. Nous avons démontré que la propulsion à réaction est utilisable pour les voyages spatiaux. Ce 3 octobre 1942 est le premier jour d'une ère nouvelle. C'est le début du vol dans l'espace. Mais tant que la guerre dure, notre tâche la plus pressante est de fabriquer rapidement des fusées pour combattre. » Hitler félicite par télégramme l'équipe de Peenemünde. Or, le succès du tir survient alors que l'Allemagne connaît ses premiers échecs militaires. Elle a la Main, bientôt Stalingrad. Désormais, les bombardiers alliés frappent chaque jour les villes d'un Reich réduit à la défensive. Albert Speer peut dès lors convaincre Hitler qu'il lui faut utiliser une arme nouvelle, offensive, une arme de représailles. La fusée devient un programme prioritaire. Au même moment, le maréchal Milch propose au Führer une deuxième arme miracle, capable de venger l'échec définitif de la Luftwaffe contre l'Angleterre. Depuis le printemps 1942, Milch a autorisé les ingénieurs de Peenemünde West à développer un avion sans pilote. C'est un engin de 8 mètres de long, de 5 mètres d'envergure, pesant 2 tonnes au décollage. Il est propulsé par un pulsoréacteur fonctionnant à l'essence ordinaire. Conçu pour atteindre 600 km/h, cet avion sans pilote, le FI-103, est une bombe volante. De conception simple, très peu coûteuse à construire, la bombe volante possède des caractéristiques militaires similaires à celles de la fusée A4, puisqu'elle doit transporter 900 kg d'explosifs à près de 300 km. Cependant, obligée d'évoluer dans l'atmosphère, elle n'est pas invulnérable. Pour pouvoir démarrer le pulsoréacteur, l'engin doit être lancé à partir d'une rampe métallique. Un premier essai de catapultage a lieu le 24 décembre 1942. L'accélération est phénoménale. En une seconde, le FI-103 est propulsé à 300 km/h au moment où il quitte la rampe. Une lutte acharnée commence alors entre les deux centres de recherche de Peenemünde. Hitler, qui exige une arme opérationnelle au plus vite, demande à Speer de choisir. Soumis à de multiples pressions, Speer décide en mai 1943 de fabriquer en série les deux armes nouvelles, simultanément et prioritairement alors que l'industrie allemande est déjà poussée à son maximum. Dornberger a défini l'emploi militaire de la fusée A4. C'est une arme terroriste qui doit frapper les civils nuit et jour pour briser le moral de l'adversaire. Elle doit détruire Londres. Cet avis est rapidement partagé par Milch pour la bombe volante et surtout par Hitler, qui enrage de voir les villes allemandes dévastées par les raids alliés. La fusée et la bombe volante sont les seuls à pouvoir répondre à son besoin permanent d'agression.
Alors que la bombe volante est patiemment développée par la Luftwaffe, la fusée, elle, devient un objet de convoitise pour le parti nazi et les grandes entreprises. Pour s'attirer faveurs et crédits, Dornberger multiplie les visites organisées d'officiers supérieurs et de ministres, à peine modestes. Repas bien arrosés, visites des ateliers et, clou du spectacle, tir de A4, commenté par von Braun, en qui Hitler voit le modèle du guerrier germain, la réincarnation de Thor, le dieu du tonnerre. Parmi les visiteurs les plus intéressés, Heinrich Himmler, le chef de la SS qui vient 2 fois en avril et en juin 1943. Il s'informe et attend son heure. Mais les techniciens se heurtent à de sérieuses difficultés pour faire passer du prototype à la série un engin aussi nouveau et aussi complexe que la A4. Tout au long de l'année 1943, la fusée connaît de multiples échecs. Alors que la production en série est déjà lancée, il faut sans cesse apporter des modifications au plan. 65 000 au total. Et reporter de mois en mois le début de l'offensive des armes nouvelles promises au Führer. Bientôt, un débat oppose les ingénieurs et les militaires. Comment tirer ces engins sur Londres? Les ingénieurs sont partisans de sites protégés par des structures de béton pour pouvoir préparer les engins au tir. Dornberger, lui, préférerait des sites légers et des unités mobiles. Appelés à trancher le débat, Hitler et Göring optent pour un nouveau compromis. On construira d'immenses et fascinants bunkers, mais on préparera aussi des unités mobiles. Chargée de réaliser les constructions en béton, l'organisation Todt ouvre en 1943 d'énormes chantiers sur les côtes de la Manche, de l'Artois au Cotentin, dans un rayon de 250 km de Londres, la cible principale, et de Southampton, cible secondaire. Les grandes entreprises allemandes amènent leur matériel et leurs contremaîtres et recrutent des milliers d'ouvriers français bien payés. À Eperlec, près de Calais, où l'on édifie pour la fusée un monstrueux bunker de 216 mètres de long, 100 de large et 28 de hauteur, une main-d'œuvre forcée, enfermée dans un camp, est employée pour maintenir le secret. À la mi-1943, le programme de construction destiné aux armes secrètes est devenu gigantesque. 3 bunkers géants pour la fusée, 4 bunkers et 96 bases pour la bombe volante. L'organisation Todt sait bien que ces chantiers ne peuvent passer inaperçus des Alliés, désormais maîtres du ciel. En prévision des bombardements, les grands bunkers, baptisés « construction spéciale », auront des murs et des toits de 5 mètres d'épaisseur, en béton armé.
Les Anglais ont très tardivement pris conscience de la menace des armes nouvelles allemandes. Au printemps 1943, une série de rapports d'agents en Europe, les sources au sol, arrivent à Londres. Ils sont confus, contradictoires, mais tous évoquent Peenemünde, des fusées, des bases de tir en construction sur les côtes de la Manche. Parmi eux, un document exceptionnel rédigé par un résistant luxembourgeois, prisonnier près de Peenemünde, parvenu en Angleterre après 1000 aventures. Churchill ordonne une enquête. Les réseaux de renseignement sont activés et la RAF reçoit l'ordre de photographier systématiquement les côtes de la Baltique et le nord de la France. Mais personne ne sait ce qu'il faut chercher exactement. Des querelles d'experts et des rivalités politiques se développent au sein de l'état-major et du cabinet de guerre. Les Britanniques ont du mal à admettre que les Allemands aient pris une si grande avance technologique. Un seul homme raisonne vite et clair, le docteur Jones. C'est lui qui comprend le premier la liaison entre Peenemünde et le chantier atypique repéré à Epperlek en mai. Lui qui, le 18 juin 1943, est le premier à identifier une fusée sur les photos de Peenemünde. Les découvertes de Jones sèment la panique chez les dirigeants anglais. Une réunion extraordinaire du cabinet de guerre, présidée par Churchill, a lieu le 29 juin dans une salle souterraine de Whitehall. On décide de bombarder au plus vite Peenemünde et le chantier d'Epperlek. Le raid contre Peenemünde, l'opération Hydre, est minutieusement préparé par la RAF. On attend une nuit de pleine lune et les équipages sont jusqu'au bout tenus dans l'ignorance de la nature de l'objectif. La cible principale choisie est le quartier résidentiel. Il s'agit de tuer le plus grand nombre possible de scientifiques. Au soir du 17 août 1943, 500 bombardiers lourds décollent de Grande-Bretagne. Peu après minuit, les éclaireurs commencent à marquer la cible avec des fumigènes de couleur. La silhouette d'un Lancaster glisse au-dessus des incendies. 2000 tonnes de bombes sont larguées en 45 minutes. Le chaos règne à Peenemünde toute la nuit. Les dégâts sont spectaculaires. Mais les indicateurs de cible ont été mal placés et les bâtiments vitaux sont intacts. La plupart des victimes sont des prisonniers du camp de Trassenheide, situé à 3 km au sud de la cible. À part le docteur Thiel, peu d'ingénieurs ont été tués. Le centre de la Luftwaffe, où l'on développe la bombe volante, est lui totalement indemne. Pour les Allemands, ce raid est perçu comme un signal. L'ennemi sait et dispose de puissants moyens d'action. Les ingénieurs de Peenemünde, jusqu'alors coupés de la réalité de la guerre, y sont désormais plongés. En France, après le bombardement américain qui a détruit le premier bunker d'Epperlek, l'organisation Todt renforce la surveillance sur ses chantiers. Elle utilise désormais massivement des prisonniers russes durement traités. Hitler a ordonné de construire un nouveau bunker de tir pour la fusée à Elfaux-Viserne dans le Pas-de-Calais. En 5 semaines, une énorme coupole en béton armé de 71 mètres de diamètre et 5 mètres d'épaisseur, pesant 60 000 tonnes, est coulée au sommet d'un plateau. Désormais à l'abri des bombes, un chantier souterrain aménage des tunnels ferroviaires et une salle titanesque pour la préparation au tir de 14 fusées en même temps. À Londres, les résultats du raid sur Peenemünde ont été surestimés. En octobre 1943, un résistant français, embauché sur un chantier atypique, en a copié les plans. Son rapport confirme l'analyse de Jones. Il est probable que la Luftwaffe est en train de mettre au point un avion sans pilote de bombardement à longue portée, concurremment à la fusée, et il est fort possible que ce soit l'avion qui arrive le premier. Plusieurs dizaines de sites suspects qui poussent comme des champignons
sont repérés dans les campagnes du nord de la France. Tous comportent une rampe orientée vers Londres. Aussitôt, Churchill donne l'ordre de déclencher l'opération Arbalète. Pendant des mois, les Alliés s'acharnent contre les bunkers géants et contre les bases de bombes volantes. Ils ignorent que leurs efforts et leurs pertes sont inutiles. Les Allemands ont déjà abandonné les 96 bases et les ont transformées en leurres. Fin avril 1944, plus rien ne bouge sur les bases. Pour les Anglais, la partie semble gagnée. Personne à Londres ne s'inquiète de la découverte sur les photos aériennes de nouveaux sites soigneusement camouflés, destinés à la bombe volante. À Londres, tous les esprits sont tournés vers le jour J. 3 jours après le raid contre Peenemünde, le 21 août 1943, le Führer a confié à la SS un rôle important dans le programme de la fusée A4. Himmler choisit comme responsable l'étoile montante de l'Ordre Noir, Hans Kammler, l'un des concepteurs d'Auschwitz. Les fonctions jusqu'alors regroupées à Peenemünde sont dispersées. Les essais de la fusée sont transférés sur l'immense camp SS de Blizna en Pologne, hors de portée des avions alliés. Les troupes opérationnelles sont déjà à l'entraînement. Les officiers savent que les fusées seront tirées par des unités mobiles. Mais pour satisfaire Hitler, on continuera à construire ces bunkers géants qu'il affectionne tant, même s'ils sont inutiles. Les essais de Blizna, les premiers avec une charge explosive réelle, se heurtent à un problème imprévu. La plupart des fusées se désintègrent lors de leur rentrée dans l'atmosphère. Il faudra près d'1 an à Von Braun pour trouver une solution. Malgré les essais catastrophiques de Blizna, une première commande énorme est passée le 19 octobre 1943. 12 000 fusées pour un montant total de 480 millions de Reichsmark. Le Reich, aux abois, est prêt à tout, même à produire des engins qui ne sont pas encore au point. C'est aussi à la SS qu'Hitler a attribué la production en série des fusées. Elle se fera dans une usine souterraine, en plein cœur de l'Allemagne, à Nordhausen, dans le Harz. Himmler a convaincu le Führer, au nom du secret total, qu'il fallait utiliser une main-d'œuvre tirée des camps de concentration pour construire l'usine et ensuite fabriquer la fusée. Pendant 6 mois, les détenus amenés de Buchenwald connaissent l'enfer. Ils doivent percer 2 immenses tunnels reliés par des galeries pour y installer les chaînes de montage de l'usine souterraine. La gueule fumante d'un monstrueux tunnel. La clameur s'enfle à mesure qu'on approche. 2 rangées de SS encadrent l'entrée, poussant de tels cris, frappant si furieusement qu'on dirait des démons. C'est bien l'entrée de l'enfer. Pour franchir le goulot, la masse s'élance, s'étire, se courbe, se protège des bras, les matraques frappent les crânes, sonnent sur le dos et les épaules. Les cris de douleur se mêlent aux cris de rage. Le tunnel fonce sous la montagne, 9 mètres de large, presque autant de haut. Partout circulent des détenus au teint gris, hâves et déguenillés, blêmes de poussière, larves misérables charriant des moellons et des sacs de ciment, portant des caisses et des poutrelles. Près de la porte de la galerie où nous dormons, les cadavres de la nuit, tirés des blocs par les pieds, débris inutiles dont la fourmilière se débarrasse. Pendant ce temps, Hitler rumine sa vengeance contre les Alliés qui bombardent ces villes. Les allusions aux armes nouvelles sont de plus en plus fréquentes dans ses discours. Le 8 novembre 1943, à Munich, il menace. La guerre peut durer encore longtemps, mais jamais l'Allemagne ne se rendra. Nous ne recommencerons pas l'erreur commise en 1918, de déposer les armes un quart d'heure avant la fin. Vous pouvez en être sûr. Cette fois-ci, l'Allemagne sera la dernière à poser les armes, et ce ne sera que 5 minutes après la fin. Goebbels partage la rage de son maître. La propagande appelle à la loi du talion et cherche à rassurer l'opinion en annonçant en termes voilés la mise en œuvre d'armes miracles capables de renverser le cours devenu néfaste de la guerre. Le 6 juin se déroule sans alerte à la bombe volante.
Mais les Alliés ignorent que l'ordre de mise en opération a été donné depuis le 30 mai. Plusieurs milliers d'engins ont été amenés en France et 6500 hommes bien entraînés sont sur le pied de guerre. Les rampes de lancement sont montées en 48 heures sur ces sites légers que les Anglais avaient sous-estimés. Un instant perturbé par le débarquement, les préparatifs s'accélèrent. Le 11 juin, des trains spéciaux remplis de bombes volantes quittent l'Allemagne. Le 12, le code Ours Blanc est lancé. L'attaque contre Londres doit commencer. La grande offensive des bombes volantes débute dans la nuit du 15 au 16 juin 1944. 244 engins sont catapultés, beaucoup frappent le cœur de Londres. C'est la stupeur et l'inquiétude. Hitler, euphorique, se rend en France le lendemain pour féliciter les officiers. La presse du Reich annonce triomphalement l'entrée en action de l'arme de représailles numéro 1, Vergeltungswaffeins, V1. La population allemande reprend espoir. L'offensive monte en puissance. Le 5 millième engin est lancé le 22 juillet, au 36e jour de l'attaque. Le V1 s'annonce par son bruit de motocyclette mal réglé. Puis le moteur s'arrête automatiquement et l'engin commence à plonger. D'interminables secondes de silence. Puis un terrible fracas, une onde de choc, une odeur de briques pilées. Le V1 tue aveuglément, nuit et jour. Le 23 août, 211 personnes meurent ici sur le marché d'East Barnet. Les multiples alertes ralentissent la production des usines. Les écoliers sont évacués début juillet. Plus d'1 million de Londoniens se réfugient en province. Depuis le début de l'offensive V1, les Alliés bombardent massivement les rampes de tir, sans grand résultat. Churchill envisage même d'employer des gaz. Pour s'attaquer au stockage souterrain et aux bunkers, la RAF utilise ses bombes géantes de 5 tonnes, les Tall Boys. Les Allemands finissent par abandonner ces monstres de béton qui ont coûté tant d'efforts et de souffrances. Pas une seule bombe volante, pas une seule fusée n'en auront été tirées. C'est au-dessus de leur île que les Britanniques sont en train de gagner la bataille contre les V1. Les pilotes de chasse n'ont que quelques minutes pour intercepter un engin qui file à 600 km/h, avec une prise de risque maximale. Un barrage de ballons qui porte des câbles d'acier constitue une ultime défense aux abords de la capitale. Mais beaucoup de V1 parviennent jusqu'à leur cible. À la mi-juillet, tout le dispositif de défense est changé. L'essentiel de la riposte est désormais confié aux artilleurs. Plusieurs milliers de canons, guidés par radar, sont massés sur les côtes de la Manche.
Fin août, la plupart des V1 qui s'approchent de l'Angleterre sont abattus. Au même moment, en France, la progression des troupes alliées menace les rampes de bombes volantes. Les Allemands les abandonnent après les avoir sabotés. Le dernier V1 catapulté de France décolle le 1er septembre. En 80 jours, 2300 V1 ont touché Londres, tuant 6000 personnes, détruisant 32 000 maisons. Mais la population tendue à l'extrême n'a jamais cédé à la panique. Le gouvernement anglais crie victoire. Le 7 septembre, il annonce « La bataille de Londres est terminée ». Tout le monde a oublié la fusée allemande. Trop tôt. Here it is, or what remains of it. Called Doodlebug or Buzz Bomb, the pilotless plane with the explosive head is in fact the aerial torpedo. Used as it is by the enemy, it is completely blind. And as an indiscriminate weapon of terror, it represents just about the lowest level which the Germans have reached. Dans un discours prononcé en juillet 1944, à l'apogée de l'offensive des V1, Goebbels, sibyllin, avait annoncé d'autres mauvaises surprises aux Britanniques. In einer am Sonntag darauffolgenden Jugendversammlung in Berlin erklärt, es wird die Stunde kommen, wo wir das den Engländern heimzahlen werden. Die englische Presse hat mich am anderen Tag auf das Massivste angegriffen und die höhnische Frage aufgeworfen, ob die neue Waffe, die ich dort angekündigt hätte, etwa im Propagandaministerium statt im Rüstungsministerium erfunden worden wäre. Ich habe es damals nicht für meine Aufgabe gehalten, die Engländer eines Besseren zu belehren, sondern ich war im Gegenteil der Überzeugung, je länger sie glauben, dass sie nicht kommt, umso besser ist es. Denn die Überraschung ist auch eine Waffe. Mais déjà le peuple allemand doute des armes miracles. Après l'attentat dont il réchappe le 20 juillet, Hitler décide de confier le commandement de l'offensive des armes nouvelles à la SS. Kammler a désormais les pleins pouvoirs. Lorsqu'il a visité l'usine souterraine où l'on fabrique les fusées, Speer a constaté le délabrement physique des détenus. Pour ne pas compromettre la productivité, il ordonne d'améliorer la nourriture et d'accélérer la construction d'un camp extérieur. Baptisé Dora, celui-ci est achevé au printemps 1944. 32 000 hommes travaillent à Dora, sous la garde des SS. Des prisonniers russes et polonais, des déportés français, belges, tchécoslovaques, des prisonniers politiques allemands. Très lentement, car je ne puis faire autrement, tant la fatigue m'anéantit. Je m'habille. Pour tout, je suis devenu lent, sauf pour ressentir la souffrance. La faim déjà me torture. Il est 5h30 du matin et à 2h de l'après-midi seulement, on touchera la soupe. Le froid va venir, les coups, le travail, tout quoi. Et demain apportera la même chaîne de torture. Et après-demain, et le lendemain d'après-demain, et tous les jours des mois à venir. Des plaies suppurent par tout le corps, il n'y a pas moyen de se lever. L'eau manque dans le tunnel. D'ailleurs, quand on en trouve un peu, il ne faut pas la boire. Si l'on succombe, on accroît la dysenterie qui vous tord les boyaux. Aussi a-t-on toujours soif. Le travail ne s'arrête jamais sous la terre du Harz. 24 heures sur 24, l'activité demeure démoniaque dans le monde souterrain de Dora. Beaucoup de fusées qui sortent de la chaîne d'assemblage présentent des défauts, conséquence de l'épuisement de la main-d'œuvre, mais aussi de multiples petits sabotages effectués par les détenus. Ceux qui sont identifiés sont exécutés dans les tunnels ou sur la place d'appel. Tous bâillonnés, un bâton carré gros comme le pouce en travers de la bouche, serré par derrière par un fil de fer. Le métal rentre et coupe les chairs. Les yeux grands ouverts et pas un cri, une stupeur immense. Depuis juillet 1944, les Britanniques ont compris que la fusée allemande n'est pas un mythe. Ils connaissent maintenant ses caractéristiques et savent qu'elle est produite en série. Mais la libération du nord de la France et des côtes belges au début de septembre leur fait croire que la menace est définitivement levée. Les Allemands sont trop loin de Londres. Or, les unités mobiles de Kammler, repliées en Hollande et dans les Ardennes, sont fin prêtes à tirer les fusées A4, rebaptisées V2,
désormais parfaitement au point. Le 8 septembre 1944 à 11 h, la première fusée stratégique opérationnelle décolle des Ardennes belges et s'écrase après 5 minutes de vol à Maisons-Alfort près de Paris. Un deuxième engin touche l'agglomération londonienne dans la soirée. L'ère des missiles vient de commencer. Le V2 est le père d'une longue lignée de fusées qui mènera à tous les missiles militaires du XXe siècle. Le 12 octobre, Hitler donne l'ordre de cesser les tirs contre la France après une centaine de lancements et de concentrer l'offensive contre Londres et Anvers à partir de la Hollande. Le grand port belge, par où passe l'essentiel de la logistique des Alliés sur le continent, est bientôt soumis à une double attaque par V2 et par V1 et connaît 3 mois de martyrs. Le 16 décembre 1944, se produit l'attaque la plus meurtrière de toute la campagne des armes V, lorsqu'un V2 tue 561 personnes dans un cinéma d'Anvers. Tirant à partir de zones forestières ou de quartiers résidentiels, se déplaçant sans cesse, les unités de Kammler sont insaisissables. Dès qu'il a décollé, le V2 est invulnérable. Il tue sans bruit, sa vitesse dépassant de 3 fois la vitesse du son au moment de l'impact. Insensible à la décomposition du Reich nazi, Kammler poursuit l'offensive des armes V jusqu'au dernier jour de mars 1945. En 10 mois, 22 000 V1 et 3 000 V2 ont été tirés, faisant 13 000 tués. Sur le plan militaire, les armes nouvelles sont un échec total. Elles n'ont porté que 15 000 tonnes d'explosifs en territoire ennemi, alors que pendant la même période, les bombardiers alliés déversaient 500 000 tonnes de bombes sur l'Allemagne. Le V1 et le V2 n'avaient pu inverser le cours de la guerre. La fusée venait non pas trop tard, comme l'écrivit Eisenhower, mais trop tôt, avant d'être liée à une ogive nucléaire. En février 1945, Peenemünde est évacué et dynamité avant l'arrivée des Soviétiques. Les ingénieurs sont transférés dans le Harz, puis en Bavière, traversant une Allemagne en plein chaos. L'usine souterraine de Dora est arrêtée à la fin mars et le camp est évacué le 3 avril. Des milliers de détenus périssent dans ce qu'on appellera les marches de la mort. Les SS exécutent les plus faibles en chemin. Le 13 avril, plus de 1000 hommes sont brûlés vifs dans une grange à Gardelegen. À leur arrivée à Dora-Nordhausen, le 11 avril, les soldats américains découvrent un terrible spectacle. Nous appartenions aux troupes d'hôpitaux, aguerris et habitués des combats, et nous croyions que plus rien n'arriverait que nous ayons déjà connu. Le brancard à la main, nous débarquons et courons vers le bâtiment le plus proche. Dès l'entrée, nous sommes confrontés à la réalité. Nos yeux tombent sur des rangées de squelettes recouverts d'une peau. Des hommes sont couchés, affamés, sans teint. Leurs costumes rayés et leurs numéros matricules leur pendent au corps, ultime signe ou symbole de ceux qui les ont tués ou réduits à l'esclavage. Un Français, tout recroquevillé, s'était affalé sur un camarade décédé, comme pour le réchauffer, ne se rendant même pas compte que son camarade était mort depuis 2 ou 3 jours et incapable de bouger. Les habitants de Nordhausen, en tenue du dimanche, sont forcés par les Américains d'inhumer les cadavres dans des fosses communes. 6000 fusées avaient été fabriquées dans l'usine souterraine de Dora.
Plus de 20 000 hommes, les damnés de l'ordre nazi, étaient morts pour produire l'engin le plus sophistiqué de la guerre. 4 hommes pour chaque fusée. Le 2 mai 1945, von Braun, un bras dans le plâtre suite à un accident de voiture, se rend aux Américains avec plusieurs tonnes d'archives techniques. Avec son prodigieux savoir, il fait très rapidement la conquête des vainqueurs, en évoquant les projets futuristes de Peenemünde, des fusées intercontinentales, des navettes habitées pour le vol orbital. Des équipes spéciales de l'armée américaine s'empressent de récupérer une centaine de V2 complets dans l'usine souterraine de Dora, avant qu'elle ne soit livrée aux Soviétiques. Dès septembre 1945, von Braun et 115 de ses meilleurs ingénieurs rejoignent les V2 sur une base du Nouveau-Mexique, White Sands. Les Français, discrètement, embauchent une centaine de spécialistes allemands des fusées. Ils travaillent bientôt pour l'armée à Vernon. Plus tard, ils participeront à l'aventure d'Ariane. Les Soviétiques n'ont trouvé que des ruines à Peenemünde. Mais ils ont eux aussi mis la main sur des centaines d'ingénieurs du programme de fusée et ils les transfèrent en URSS. En 1947, un certain Korolev, passionné de fusées depuis son enfance et fraîchement sorti du goulag, assiste au tir du premier V2 soviétique sur le polygone d'essai de Kapustin Yar. Il sera le père du programme spatial soviétique, le créateur des fusées Zemyorka. L'homme qui enverra Gagarine dans l'espace. De l'autre côté de l'Atlantique, von Braun commande le tir d'un V2 américain au-dessus du désert du Nouveau-Mexique. Des dizaines d'autres suivront, puis des fusées de plus en plus puissantes. Jusqu'à la Saturne V, qui propulsera Armstrong vers la Lune. En 1950, une caméra placée dans la pointe d'un V2 filme pour la première fois la Terre d'au-delà de l'atmosphère. Dans un rapport visionnaire rédigé en décembre 1944, le Dr Jones avait compris que les fusées portaient le pire et le meilleur du savoir humain. Il ne fait pas de doute que d'autres fusées suivront le V2 et que l'un des plus vieux rêves de l'humanité, atteindre la Lune, deviendra sans doute réalisable avant la fin du siècle. Sur le plan militaire, la bombe atomique donnera aux fusées le pouvoir de destruction qui leur manque aujourd'hui. Et la course aux armements intercontinentaux, qui vient de commencer, débouchera un jour inévitablement sur la course à l'espace.